Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un ensemble de stratégies psychologiques de séduction assez fascinantes. Oui, avec une promesse de départ qui est pour le moins audacieuse. Ah oui, carrément. L'idée de base, c'est que le succès, il dépendrait ni du physique, ni de l'argent. Non, mais d'une sorte de maîtrise quasi scientifique de certains déclencheurs émotionnels. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. On nous parle d'une approche en 3 temps, 3 lois, qui seraient interdépendantes et qui, si on les applique bien, affichent un taux de succès de 99,9%. Ce qui est énorme. C'est soit du génie, soit une affirmation un peu présomptueuse, on va dire. Voilà. Et notre mission, c'est un peu de démonter cette mécanique, de voir ce qu'il y a sous le capot. On va décortiquer une philosophie qui mise tout sur l'audace, sur l'influence psychologique. Et qui est très loin des approches traditionnelles de la courtoisie, quoi. Complètement. En fait, c'est pas juste une collection d'astuces. C'est vraiment un système complet, qui est basé sur une redéfinition des dynamiques de pouvoir dès la première seconde. D'accord. L'idée, c'est de construire un cadre où la persuasion devient presque invisible, où la personne en face a l'impression que c'est elle qui prend les décisions. C'est une mécanique d'horloger, alors. C'est exactement ça, chaque geste est calculé. Bon, alors entrons dans cette mécanique. Le premier rouage, la première loi, c'est La prise d'initiative. Et le principe est radical. ne jamais demander la permission. Jamais. L'exemple donné est très parlant. Au lieu de la question classique, tu sais, quand est-ce que tu serais libre pour qu'on se voie, l'approche, c'est une affirmation. Oui, c'est tout. Il y a une super soirée, je passe te chercher à 19 heures. La différence est énorme en fait. Ah oui? Parce que la question «quand es-tu libre?» c'est déjà une cession de pouvoir. Ça place l'autre en position de juge, de la personne qui valide ou pas. On se met en position de demandeur. Exactement. Et cette philosophie, elle postule que le pouvoir, c'est un vide. Et si l'homme ne s'en empare pas tout de suite, il cède ce territoire pour de bon. Donc c'est pas juste une question de confiance en soi, c'est un acte fondateur qui dit qui mène l'annonce. C'est ça. Mais est-ce que ça risque pas de passer pour de l'arrogance pure? On peut imaginer que la réaction soit juste un nom de principe. C'est tout le pari de la méthode. La stratégie anticipe ça. Et elle présente même cette possibilité comme une sorte de filtre efficace. Ah oui? En fait, les documents décrivent 3 issues possibles. La première, c'est simple. Elle accepte. Ok, donc ça valide son intérêt et le cadre qui était posé. Voilà. La deuxième, c'est plus subtil. Elle est occupée, mais elle propose elle-même une autre date. Et là, c'est une victoire aussi, en fait. C'est même une plus grande victoire. Non seulement elle montre son intérêt, mais elle joue désormais à l'intérieur de ton cadre. Elle cherche une solution. D'accord. Et la troisième issue, Elle ignore ou elle refuse sèchement. et là, c'est en échec. Pour eux, non. C'est pas un échec, c'est une clarification. L'interaction s'arrête là, proprement, sans avoir à relancer, à supplier pour avoir une validation. On préserve son statut, en quelque sorte. Tu préserves ta valeur perçue. C'est une façon de dire « mon temps est précieux, mon initiative a de la valeur, soit tu la saisis, soit on n'a rien à faire ensemble. Je vois. C'est une posture de tout ou rien, quoi, dès le départ. On impose un cadre et on voit si l'autre est prêt à y entrer. » C'est ça. Ok, donc la première étape, c'est de prendre le contrôle, mais un cadre vide, ça sert à rien. Comment est-ce qu'on remplit ce cadre? Comment on crée la connexion? Ah, là on entre dans le cœur du réacteur psychologique. Et c'est là qu'on tombe sur cette idée un peu déroutante sur la communication. Oui, le deuxième grand principe, c'est que les femmes dans ce contexte ne répondraient qu'au langage émotionnel. Et serait imperméable au langage logique. C'est une affirmation qui est très forte. Très forte, et elle structure toute la suite. Et l'exemple qu'ils utilisent est brutal de simplicité. On a un homme qui coche toutes les cases logiques. Le bon parti sur le papier. Voilà, bon travail, stable, fidèle. Et pourtant, il se fait rejeter. Et il voit la femme choisir un autre homme, beaucoup moins stable, mais qui a su créer une étincelle, quoi. Le message, il est martelé, hein. Ce n'est pas ce que tu es qui compte. Mais ce que tu lui fais ressentir. Exactement. Et du coup, la question, c'est comment on fait pour parler ce fameux langage émotionnel? Bah oui, Et les textes, ils décomposent ça en plusieurs tactiques. La première, c'est la spontanéité, ou plutôt l'imprévisibilité. il faut devenir une énigme. C'est ça. Le but, c'est qu'elle ne puisse jamais anticiper la prochaine action, le prochain message. Cette incertitude, ça la maintiendrait dans un état, ils appellent ça, d'activation émotionnelle constante. Si elle peut te cerner, te mettre dans une case, c'est fini. Le jeu est terminé. Je comprends. Donc l'imprévisibilité, c'est pas juste pour pimenter les choses, c'est une stratégie délibérée pour occuper son espace mental. C'est assez redoutable. Et ça s'appuie sur un outil principal. L'outil central, c'est le défi. Le défi. C'est le levier pour créer de l'émotion à partir de rien.
L'idée, c'est de briser complètement les schémas classiques de séduction. Les compliments, la politesse un peu trop lisse. Tout ça, on remplace par une forme de provocation ludique. J'ai noté quelques exemples de ces phrases de défi, et elles sont assez directes. Ah oui. La première? Je suis sûr que quand tu étais petite, tu étais tellement têtue. Je suis prêt à parier tout ce que tu veux. N'essaye même pas de nier. Ah oui, elle est très bien construite selon cette logique. Elle combine 3 éléments. Lesquels? D'abord, une affirmation non vérifiable, un peu provocatrice. Ensuite, le pari. Ça transforme la conversation en jeu, en compétition. Et enfin, la petite pointe d'autorité, n'essaye même pas de nier. Ça la sort de sa zone de confort. Complètement. Ça la pique au vif et ça l'oblige presque à réagir, à se défendre, à jouer. C'est une manière de court-circuiter la conversation banale, en fait. J'en ai une autre, dans la même veine. Dis-moi. Les filles calmes comme toi sont souvent très, très perverses. Je parie ce que tu veux. C'est la même mécanique. On crée une tension, une curiosité. Ce qui est fascinant, c'est que cette technique du défi, elle s'appuie sur la gamification, un principe si bien connu. C'est-à-dire, En transformant la séduction en un jeu où elle doit prouver un truc, on court-circuite sa décision rationnelle. Elle se demande plus est-ce que cet homme me plaît, mais comment je peux gagner ce défi. c'est un détournement d'attention très puissant. Très. Et l'objectif ultime de ce langage, c'est quoi? Juste la maintenir intéressée? L'objectif, c'est qu'elle pense à l'homme, constamment. En bien ou en mal? Peu importe. Une des affirmations les plus radicales de ces textes, c'est que le cerveau de la femme ne connaît pas le négatif. C'est énorme, une affirmation énorme. Ça veut dire que tant qu'elle pense à lui, que ce soit parce qu'elle est amusée, intriguée ou même agacée par sa dernière provocation, un lien se crée. L'indifférence est le seul ennemi. L'irritation, c'est une forme d'investissement émotionnel? C'est exactement ça. D'accord. Le tableau commence à être clair. Premier pilier, on établit son leadership. En ne demandant jamais la permission. Deuxième pilier, on crée une connexion via un langage émotionnel fait d'imprévisibilité et de défi. C'est ça. Et logiquement, on arrive à la synthèse, la troisième et dernière loi, qui est d'obtenir ce que l'on veut sans jamais, jamais le demander. C'est le point d'orgue de la stratégie. C'est là que les 2 premiers piliers prennent tout leur sens. L'erreur fondamentale, ce serait de formuler une demande directe. Oui, veux-tu sortir avec moi? Peux-tu m'envoyer une photo? C'est vu comme une rupture de la dynamique, un retour à la position de faiblesse. Et l'alternative, je suppose, c'est encore et toujours Le défi. le défi. L'exemple pour obtenir une photo est mémorable. Au lieu de demander, la suggestion, c'est de lancer « Je suis sûr qu'actuellement, tu es en train de faire caca. Je parie ce que tu veux. C'est l'exemple extrême pour illustrer le principe à la perfection. » Attends, là, on est dans la provocation pure et simple. Ça semble incroyablement risqué. On imagine que 9 fois sur 10, la réaction, c'est un blocage immédiat. La justification, c'est que ça repose sur le cadre qui a déjà été établi. Si les 2 premières étapes ont bien été menées, il y a déjà une complicité, une dynamique de jeu. Donc la phrase n'est pas reçue comme une insulte. Non, elle est reçue comme le niveau suivant du jeu. Une absurdité qui appelle une réponse sur le même ton. Et la suite logique proposée, c'est « en voilà preuve ». Ah oui? La demande de photo est déguisée. Elle n'envoie pas la photo pour lui faire plaisir, mais pour gagner le pari. L'intention est complètement masquée. C'est une manipulation de la motivation, en somme. Et pour que ça marche, j'imagine qu'il y a des stratégies de fond. Oui, il y en a 3 qui soutiennent cette loi. La première, c'est le principe du mérite. Le mérite. L'attention de l'homme n'est pas un droit, c'est une récompense. L'exemple est simple. Si elle met 5 heures à répondre, lui répondre en 30 secondes, c'est une erreur. On lui accorderait une attention qu'elle n'a pas méritée. Exactement. Et le silence est un outil. Si elle répond pas, on relance jamais. Jamais. La balle reste dans son camp. Ce qui nous amène directement à la deuxième stratégie qui est liée, la rareté. C'est ça, l'attention de l'homme doit être perçue comme une ressource rare, précieuse. Moins il est disponible, plus chaque moment de son attention prend de la valeur. Et la psychologie derrière ça? Hey, C'est la peur de la perte. Son indisponibilité suggère qu'il a d'autres options. Et cette idée crée, selon ces textes, une peur de perdre ce qu'elle n'a même pas encore eu. ce qui la pousse à s'investir davantage pour sécuriser cette attention. Voilà. C'est le principe de la valeur par la rareté appliqué aux relations humaines. Mérite, rareté.
On voit bien le cadre qui se dessine. C'est elle qui doit constamment faire ses preuves. Et ça culmine avec la troisième stratégie. La persuasion par l'expérience. Là, c'est le niveau le plus avancé. Il s'agit plus de lui faire faire une action, mais de lui inspirer l'envie de vivre une expérience qu'elle croira avoir choisie elle-même. C'est là qu'on trouve l'exemple le plus audacieux de toute cette philosophie. Celui pour initier une relation intime. Oui, la phrase est d'une audace folle. Le défi lancé, c'est « Je suis sûr que tu es nul au lit. Tu n'arriverais même pas à me faire quoi que ce soit. Et ça continue sur le ton du pari. On mise quoi? Si tu n'arrives pas à me satisfaire, tu vas le payer cher. » C'est le paroxysme de la méthode. Là, on dépasse la simple taquinerie. Il faut une confiance en soi, mais absolument démesurée pour tenter ça. Ça doit être catastrophique si c'est pas maîtrisé. C'est exactement le point. Et ce qui est fascinant dans cette tactique, c'est l'inversion complète de la dynamique. La situation, c'est plus l'homme propose, la femme accepte ou refuse. Non, Prouver sa valeur. Elle ne vient pas pour répondre aux désirs de l'homme, elle vient pour gagner un pari, pour lui prouver qu'il a tort. c'est elle qui devient demandeuse de l'expérience. Exactement. L'homme est positionné comme le juge, le prix à gagner. Ça inverse totalement les rôles traditionnels. C'est le coup de maître de la méthode si on la suit jusqu'au bout. Elle finit par offrir ce qu'il désirait en pensant que c'est elle qui a initié l'action pour une autre raison. La persuasion est totale parce qu'elle est invisible pour la personne qui l'a subie. Et ça soulève une condition essentielle. Absolument. Et c'est d'ailleurs mentionné noir sur blanc. Pour que tout ça fonctionne, il faut une audace et une confiance en soi inébranlable. Sinon, Sans cette assurance totale, toutes ces phrases, ces postures, elles sonneront faux. Ce serait comme un mauvais acteur qui récite un texte sans y croire. La moindre hésitation et toute la structure s'effondre. c'est une performance en fait. Une performance qui exige une conviction absolue. C'est une excellente clarification. Bon, alors, si on résume ce qu'on a démonté, on a une philosophie en 3 actes. En gros, 3 piliers. Voilà. D'abord, s'établir comme le leader en prenant l'initiative, de manière directive, Ensuite, créer un canal de communication purement émotionnel. via l'imprévisibilité et le défi constant. C'est ça. Et enfin, utiliser ce cadre pour que la femme devienne celle qui cherche à prouver sa valeur. Et qui finissent par offrir ce qu'on désire sans qu'on ait jamais eu à le formuler. C'est une synthèse parfaite. Et si on prend un peu de hauteur, la vision du monde que ça représente est très particulière. La séduction n'est pas du tout une rencontre organique entre deux égaux. Non, c'est un jeu stratégique. Une partie d'échec psychologique, où la maîtrise des dynamiques de pouvoir et des leviers émotionnels est la clé de la victoire. Le but, c'est de devenir un maître de ce jeu. Et c'est précisément là-dessus que je voudrais qu'on termine. Cette approche présente ces techniques comme un jeu dont il faut maîtriser les règles. Et au-delà de la question de leur efficacité, et c'est la pensée que je voudrais laisser en suspens, quelle est la nature d'une relation qui commence sur les fondations d'une telle dynamique de défi, de pouvoir et de persuasion calculée? On a toutes et tous connu ça, hein, ce sentiment un peu rageant. On enchaîne les rendez-vous, tout va bien, on est à l'aise, drôle, charmante, enfin bref, on se sent bien. Et puis un jour, on tombe sur la personne, celle qui coche toutes les cases. Et là, c'est la catastrophe. Tout ce qui était facile, naturel, devient soudainement lourd, compliqué. On perd tous nos super-pouvoirs. C'est quand même un paradoxe qui est fou, hein. L'attirance s'effondre au moment précis où l'enjeu devient réel. C'est un grand classique. Et c'est terriblement frustrant, parce que ça défie toute logique en fait. On se dit qu'on devrait être à son meilleur quand on est le plus motivé, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. La connexion qui semblait si évidente au début, cette magie quoi, elle se fragilise, et puis elle finit par disparaître. Et ça nous laisse avec un goût amer, et surtout, on ne comprend pas pourquoi. Exactement. Et c'est justement ce mécanisme qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, cette espèce de bouton d'auto-sabotage qui s'enclenche dans notre cerveau dès qu'on a peur de perdre quelque chose qui nous semble précieux. L'idée, c'est de comprendre cette mécanique un peu infernale pour enfin pouvoir la désamorcer. Pour que ça parle à tout le monde, imaginez la scène, premier rendez-vous de rêve, la conversation est fluide, vous coupez la parole, vous riez aux mêmes choses, le temps file. Et puis, quelques jours plus tard, cette légèreté s'est envolée. La spontanéité, elle, a été remplacée par une sorte de tension. La grande question, c'est « mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans notre tête pour provoquer un tel naufrage ?» Pour mettre une image sur ce phénomène, on va suivre un peu le parcours d'une femme, on va l'appeler elle. Alors elle, c'est le genre de personne qui est habituellement très à l'aise en société. Elle est sociable, souvent courtisée,
Et dans la plupart de ces rencontres, elle est en contrôle. Pas dans un sens manipulateur, hein, mais elle ne se laisse pas submerger par l'enjeu. Elle y va pour voir, pour s'amuser. Ce qui est intéressant avec ce profil, c'est qu'elle est dans une posture où elle n'a rien à prouver. Elle aborde les rencontres avec une attitude de découverte, tu vois, centrée sur le plaisir de l'instant. Et ironiquement, c'est cette confiance et cette légèreté qui la rendent terriblement attirante. Elle est elle-même, sans filtre. Tout à fait. Et c'est là que le piège se referme. Elle rencontre un homme qui, cette fois, l'impressionne vraiment. Il est intelligent, il a de l'humour, il la bouscule un peu, le premier rendez-vous est un succès total. Elle y va sans aucune attente, juste avec l'envie de passer un bon moment. La conversation est tellement intense et naturelle qu'ils ne voient pas les heures défiler. Ils se font mettre dehors à la fermeture du bar. C'est la connexion rare, quoi, celle qu'on n'attendait plus. Et c'est précisément après ce rendez-vous parfait que tout bascule. Le problème ne vient pas de la rencontre, mais de ce qui se passe dans sa tête juste après. C'est un mécanisme qu'on appelle la projection mentale. En une fraction de seconde, son cerveau il débranche du présent, qui était « je passe un excellent moment », Oui. pour se catapulter dans un futur potentiel. C'est peut-être lui, je pourrais construire une véritable histoire avec cette personne. On passe du maintenant au et si. Mais d'où ça vient, ce besoin de se projeter si vite? Est-ce que c'est une insécurité moderne, genre liée aux applis de rencontre où tout doit aller très vite, ou c'est un mécanisme plus profond? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a un mélange des deux. D'un côté, la culture du swipe, de l'instantané. Ça nous pousse à vouloir sécuriser une connexion qui nous semble prometteuse le plus vite possible, par peur de la perdre. Mais fondamentalement, c'est un mécanisme de survie émotionnelle très ancien. Quand on identifie quelque chose de potentiellement précieux, ici un partenaire de qualité, notre cerveau reptilien il passe en mode protection de la ressource. Le problème, c'est que ce mode de protection est basé sur la peur. La peur de perdre ce qu'on n'a même pas encore. Exactement. Et cette projection, elle active deux pensées parasites qui sont vraiment au cœur du problème. La première, c'est la peur de l'échec. La petite voix qui murmure « surtout ne gâche pas tout. Il ne faut pas que je me loupe ». Et soudain, chaque action, chaque mot est pesé, analysé, jugé. L'insouciance est morte. L'enjeu vient de naître et il est énorme. Et avec lui, la deuxième pensée, la pression de la performance. La phrase interne devient « il faut que je sois à la hauteur » ou pire encore, qu'est-ce qu'il attend de moi? Il faut que je réponde à ses besoins. L'attention n'est plus du tout tournée vers son propre plaisir, son authenticité, mais vers une validation externe. Elle doit prouver qu'elle est la bonne personne pour lui. C'est une excellente façon de le voir. On passe d'un état de jeu et à un état de travail, en fait. D'une partie de tennis fun et décontractée à un entretien d'évaluation où chaque coup est noté. Et personne n'est séduisant quand il a l'air d'être en plein entretien d'évaluation. Le jeu s'arrête, la pression commence. Et c'est là que tout dérape. Et j'imagine que ce changement radical dans la tête, ça ne reste pas juste une pensée, ça doit se voir, se sentir dans le comportement de la personne. Concrètement, elle devient comment, cette lait qui a perdu sa spontanéité? Elle n'est plus du tout la même personne. Cette légèreté qui avait tant séduit au premier rendez-vous s'est évaporée. La spontanéité est remplacée par un calcul mental permanent. Elle devient une stratège de sa propre vie amoureuse et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Oui, on l'a décrit comme devenant soudainement moins drôle, moins entreprenante. Elle se met à tout suranalyser. C'est le fameux SMS qu'on écrit, qu'on efface, qu'on réécrit pendant 1 heure pour finir par envoyer un simple « ça va ». Chaque silence de sa part est interprété comme un signe de désintérêt. Elle propose moins d'activités, de peur de déranger, de faire un mauvais choix, de se louper, quoi. C'est ça, elle passe d'une posture qu'on pourrait qualifier d'autocentrée au sens noble du terme, c'est-à-dire focalisée sur son propre plaisir, Oui, ses envies. ses envies, voilà, à une posture complètement tournée vers l'autre. L'homme est subitement placé sur un piédestal, elle ne cherchait plus à partager un bon moment, elle cherche à ne pas commettre d'erreur, elle devient passive, réactive, alors qu'elle était proactive et pleine de vie. Et c'est ça qui tue l'attirance dans Neuf. C'est radical. L'attirance initiale, celle du premier soir, elle s'est construite sur une personnalité perçue comme confiante, indépendante et légère. En changeant aussi radicalement de comportement, elle envoie un signal d'incohérence totale. La personne en face se demande si elle ne s'est pas trompée, si elle a bien rencontré la même femme. Oui, et cette confiance initiale, elle est fragile. L'autre personne ne vous connaît pas encore assez pour se dire « Ah, elle est juste un peu stressée aujourd'hui ». Pour lui, la version stressée et calculatrice devient la vraie version. Il ne peut que constater la dissonance. Du point de vue de l'homme, dans notre exemple, ce changement est palpable. Il ressent cette nouvelle pression, il sent qu'elle pèse ses mots, qu'elle n'est plus authentique.
Il doit se dire que le naturel du premier soir, c'était peut-être un jeu, et que maintenant, il voit le vrai visage. C'est exactement ça. Il peut se dire finalement elle est comme les autres, anxieuse, en attente de validation. Il ne retrouve plus cette étincelle, cette femme sûre d'elle qui l'avait bousculé et intrigué. La connexion, qui était basée sur un échange authentique, se brise. Et l'histoire qui avait si bien commencé s'essouffle et se termine souvent en quelques semaines à peine. Et ça laisse elle avec ce sentiment terrible d'incompréhension et de gâchis. C'est le cœur du drame. En essayant trop fort de ne pas perdre la personne, on devient une version de soi-même qui n'est plus celle qui a plu au départ. On se sabote en voulant trop bien faire. C'est un parfait exemple de prophétie autoréalisatrice. La peur de l'échec met en place les conditions exactes de cet échec. On a tellement peur que l'autre voie nos failles qu'on se cache derrière un masque. Et c'est ce masque qui fait fuir. Bon, le diagnostic est posé et il n'est pas très joyeux. On est dans le pétrin. Maintenant, la question à 1 million. Comment on en sort? Face à ce mécanisme quasi automatique, quelle est la solution? La stratégie qui est proposée est assez contre-intuitive, mais elle est redoutablement efficace. Elle tient en une phrase. On ne combat pas le négatif, on le remplace par l'action. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre contre ses pensées, on les ignore et on fait autre chose. C'est un peu ça. L'idée, c'est que se lancer dans une bataille frontale contre ses propres pensées anxieuses, n'aie pas peur, arrête de stresser, est souvent épuisant et totalement inefficace. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. La lutte mentale, ça donne encore plus de poids à la peur. La solution, c'est de ne pas lui laisser d'espace. Au lieu de lutter contre elle, on la court-circuite en remplissant son espace mental et son temps avec des comportements actifs et positifs. On déplace le focus de l'anxiété interne vers l'action externe. On ne subit plus, on agit. C'est intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans l'excès? De trop en faire, de surjouer et de paraître presque désespéré? C'est le piège à éviter et c'est une excellente remarque. C'est pour ça qu'il est crucial de comprendre que ces actions, ce ne sont pas des techniques de manipulation ou des stratégies pour jouer un jeu. Le but n'est pas de l'impressionner à tout prix. Le but, c'est de se reconcentrer sur la création d'une expérience partagée qui soit positive et authentique. En clair, on revient à l'état d'esprit du premier rendez-vous, s'amuser. Et concrètement, ça se décline en 3 axes. Je suis tout oué. Premièrement, agir pour créer des moments forts. Au lieu d'attendre passivement que l'autre propose, de peur de faire le mauvais choix, on reprend l'initiative. On organise des rendez-vous originaux, mémorables. On redevient le moteur de la relation naissante. Ça peut être un pique-nique surprise, un concert dans un petit bar, une initiation à l'escalade. Peu importe, tant que ça sort du classique ciné-resto et que ça génère de vrais souvenirs. On l'arrête d'être une consommatrice de la relation pour en redevenir une créatrice. Voilà. Deuxièmement, agir pour le faire rire. C'est essentiel. On doit consciemment maintenir la légèreté, l'humour, le flirt. Se rappeler que la séduction, c'est avant tout un jeu, un ping-pong verbal, pas un interrogatoire. On renoue avec la taquinerie, l'autodérision, tout ce qui a fonctionné au début, avant que la peur ne paralyse tout. Et troisièmement, agir pour le surprendre. Casser un peu la routine, être un peu imprévisible, montrer différentes facettes de sa personnalité. Le but est de rester cette personne intéressante et multidimensionnelle qu'il a découverte. Bien sûr, agir pour le surprendre ne veut pas dire se transformer en organisateur d'événements à plein temps. Il s'agit de petites touches, de garder une étincelle de nouveauté. Ce qui me semble crucial là-dedans, c'est que ces actions, elles doivent s'accompagner d'un vrai changement de dialogue interne. Sinon, ça reste une façade, une performance, et on retombe dans le piège qu'on essaye d'éviter. Absolument. C'est la clé de voûte du système. Il s'agit de remplacer consciemment les pensées négatives par des affirmations actives et positives, presque comme des mantras. Par exemple, la peur de l'échec, le fameux « il ne faut pas que je me loupe », on la remplace par une intention tournée vers l'expérience. Je veux vivre des émotions fortes. Tu vois la différence? Le focus n'est plus sur la peur de l'échec, mais sur la recherche active de plaisir. Ça change tout. On passe d'une posture défensive à une posture offensive, au bon sens du terme. Exactement. Et pour la pression de la performance, le « il faut que je sois à la hauteur », on le remplace par une affirmation simple et puissante de sa propre valeur. Je suis une femme extraordinaire. Ça peut paraître un peu cliché, mais se le répéter, ça permet de retrouver cette posture auto-centrée et confiante. On ne cherche plus l'approbation, on part du principe qu'on est déjà assez. On n'a rien à prouver, juste à partager qui on est. Ce qui est puissant dans cette approche, c'est qu'elle permet de rester soi-même, ou plutôt de rester la meilleure version de soi-même, celle qui a séduit l'autre au départ.
On ne joue pas un rôle, on refuse simplement de laisser la peur prendre les commandes du navire. Et en restant active, positive, et en se concentrant sur le partage, j'ai l'impression qu'on force en quelque sorte l'autre à rester dans une dynamique où il voit lui aussi continuer à charmer et à séduire. On maintient l'équilibre du désir. On ne lui donne pas l'occasion de se désengager. En continuant de nourrir la relation avec la même énergie qu'au premier jour, on empêche la peur de s'installer et de tout geler. C'est un retour à la source même de l'attirance. C'est fou de penser que le plus grand obstacle, au final, c'est nous-mêmes. Si je résume l'idée maîtresse, le plus grand ennemi d'une séduction naissante n'est pas une mauvaise technique, un défaut physique ou une erreur de communication. C'est cette bascule mentale interne, ce glissement subtil, qui nous fait passer de la présence à la pression, de l'authenticité à l'anxiété de performance. C'est vraiment ça. La clé n'est pas d'apprendre de nouvelles règles de séduction, mais de préserver l'état d'esprit qui rend la séduction possible. C'est une bataille qui se gagne à l'intérieur de soi, avant même le prochain rendez-vous. La solution, ce n'est pas de combattre la peur de front, mais de la priver d'oxygène en remplissant son esprit et son temps d'action positive, tourné vers la création de moments partagés. Il s'agit de rester ancré dans une authenticité active. Une authenticité active, j'aime beaucoup cette formule. Ce n'est pas juste être soi-même de manière passive, c'est choisir activement d'incarner sa meilleure version. Et c'est fondamental, car le but final est de permettre à l'autre de tomber amoureux de la vraie personne. La personne du premier rendez-vous, celle qui était drôle, confiante et spontanée, et non d'une version anxieuse et diminuée d'elle-même, déformée par la peur de ne pas être à la hauteur. L'authenticité, ce n'est pas un état de repos, c'est un choix actif, surtout quand l'enjeu devient élevé. D'ailleurs, pour ouvrir la réflexion, on pourrait se poser une question qui dépasse le cadre de la séduction. Si ce mécanisme de projection et de peur est si courant dans nos rencontres amoureuses, dans quelles autres sphères de la vie? Un entretien d'embauche crucial, une présentation importante, un projet créatif qui nous tient à cœur, cet excès d'enjeu nous pousse-t-il à devenir une version moins authentique et donc finalement moins efficace de nous-mêmes? C'est une réflexion intéressante sur la manière dont on gère la pression, quel que soit le domaine de notre vie.